à long terme. Voilà les repousses que l'on a dans ces situations. Genêt purgatif, Hulk. Brièvement, pour un peu la conclusion, dire que les pistes d'évolution des pratiques de brûlage d'irisé du point de vue du parc et en tenant compte d'autres espèces que l'agagé, mais qui partagent les mêmes types de milieux, c'est de viser à... Alors je vais passer vite sur les espèces qui sont concernées. Les lichens aussi, c'est à prendre en compte. C'est viser à préserver les zones de landes sur roche, qui sont des zones où la fermeture va forcément être freinée, ralentie à long terme, et de les reconnaître sur le terrain, ce qui demande de faire des ateliers sans doute avec un conjoint entre les agents du parc et la cellule des FCI. Voilà un type de lande où ce genre de situation, on peut le retrouver sur 10 mètres carrés aussi bien. Et c'est ce à quoi je veux en venir, c'est qu'à l'échelle d'un parc, tenir compte de petites zones de ce type, même qui font des petites surfaces, c'est important. Et ça peut être la trame d'un plan d'écobuage qui, d'année en année, progresserait vers une meilleure maîtrise, par exemple, des genêts purgatifs qui se seraient développés. Je passe un peu là-dessus. Là, j'illustre le fait que ces landes, elles ont véritablement des limites à l'invasion des ligneux, à la croissance des ligneux. Là, c'est des jeunes pins qui sont morts à la suite de sécheresse, alors qu'ils avaient déjà vécu 5 ou 6 ans sur cette lande. Je passe là-dessus. Là, c'est pour illustrer le fait qu'on trouve, même dans les zones forestières, l'illustration que les landes climatiques existent dans les zones rocheuses. Et c'est ce type de landes-là qui se fermeront très difficilement et qu'il faut savoir repérer dans une matrice de landes habituelle dans lesquelles on fait les feux pour essayer d'arriver à une précision où on pourrait peut-être, au lieu de faire le versant entier, discerner des zones très dynamiques, de zones moins dynamiques et des zones qui étaient pas très dynamiques mais qui ont été perturbées. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus, j'ai peut-être été un peu... Ouais, non, c'est à peu près 10 minutes. Non, mais c'est parfait, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci d'avoir résumé aussi rapidement une présentation technique et qui aurait nécessité plus de temps, j'en suis convaincu. Et on a rarement l'occasion d'avoir des gens comme toi qui nous amènent ce savoir. Jérôme, un avis sur l'agagé ? Bonjour, commandant Jallet, donc je fais partie de la cellule du département du Gard et on intervient régulièrement donc, sur la coupure d'Arigas, notamment sur la partie où il y a l'agagé. Donc si j'ai bien compris, ce gagé c'est une espèce un petit peu qui avait disparu en voie de disparition et qui est réapparue avec la réouverture du milieu. J'ai été trop vite si c'est ça qui a été compris. En fait, elle est spontanément dans les zones de crête où il y a très peu de sol et il y a des tapis de mousse. Les feux ou le pastoralisme, quand ils sont courants, les feux et le pastoralisme étaient extensifs, ils n'ont pas nui à cette écologie-là, ils ont plutôt contribué à favoriser son extension éventuellement. Ouais. C'est ce qu'on peut dire. D'accord, donc aujourd'hui, en fait, bien évidemment, il y a des contraintes liées donc, à la présence de l'agagé, notamment avec les stations et les piquetages que vous mettez en place, sauf que nous, praticiens, ça nous demande beaucoup de temps et beaucoup de technicité pour pouvoir traiter ces zones-là. Et en fait, quand on fait ces brûlages sur ces zones-là, en fait, on est sur des superficies qui sont très minimes, avec un déploiement de personnel qui est quand même assez conséquent. Et mis à part dans le cadre des formations, où là, on doit faire des brûlages un petit peu techniques, très souvent, on a tendance un petit peu à dire, bon, mais écoutez, là, on passe, on reviendra une autre fois. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que le milieu, il se referme. Parce qu'on le traite moins régulièrement que ce qu'on pouvait le faire auparavant. Donc, en effet, bon, c'est le point que je voulais ajouter par rapport à votre présentation. Je comprends c'est là-dessus qu'il faut discuter, sur les limites de complication du chantier que ça peut imposer. Par contre, le constat que vous faites que ça se referme, en tout cas en ce qui concerne la station, je pense que c'est là où les regards croisés sur le terrain permettent de se mettre en accord
Et en fait, plus le genêt pousse, cette notion. plus le rayonnement va être important, plus les dégâts seront importants aussi sur l'agagé. Donc c'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si Christophe est dans l'Assemblée, Christophe Bollon, mais bon, c'est vrai qu'on en discute souvent et des fois, quand on fait le choix de faire un brûlage et qu'il nous propose de monter à Riga sur l'agagé, on dit non, on va ailleurs. Voilà. Merci Jérôme. Je crois que c'est intéressant, et notamment ce que tu as dit est intéressant, c'est que ce qu'on voit nous, enfin ce que les brûleurs voient comme une contrainte, ça peut être aussi finalement un levier. C'est qu'on voit que regard croisé, tu l'as très bien dit, un peu d'intelligence, ça peut être finalement un débouché et l'usage raisonné du feu peut être quelque chose d'intéressant pour le milieu. On a une question, je crois, de la Corse. Oui, bonjour. Marion Valenti, je suis en charge de développement pastoral à la Chambre régionale d'agriculture de Corse et je pratique aussi brûlage en tant que chef de chantier. Du coup, ce que je trouve très très intéressant et souvent dommage parce que ça réclame beaucoup de moyens, c'est le fait qu'on puisse avoir des suivis scientifiques dans le cadre de mise en pratique du brûlage. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est un peu perplexe, c'est-à-dire qu'on essaye de faire au mieux, et puis finalement, on n'a pas de retour d'expérience forcément sur les bénéfices du feu et des réouvertures. Et je pense que dans certaines circonstances, ça pourrait nous aider à piloter aussi les chantiers avec un peu plus de précision. Deux points. Bon, c'est vrai que, alors nous, dans le cadre des brûlages pastoraux en estive, généralement, avec les équipes de sapeurs et de pompiers qu'on a autour de nous, on est sur des brûlages. Enfin, on insiste sur le fait qu'on n'attend pas 100% d'ouverture. C'est-à-dire que, mais ça, c'est contraint quand même par la sécurisation du chantier. Donc, les zones de crête, comme souvent, on s'appuie dessus. Quand il y a des nécessités de sécurisation, effectivement, ça va être l'importance primordiale de se dire d'abord on sécurise et après ce qui est éventuellement à l'intérieur, on peut avoir laissé des secteurs d'enrochement. D'ailleurs, effectivement, il y a plus de risques d'érosion. Derrière, on sait qu'on ne va pas avoir nécessairement beaucoup d'herbe. Donc voilà. Ce qui est très important, je pense, c'est, et puis pour rejoindre l'intervention précédente, c'est d'une part d'aller sur le terrain ensemble et d'en discuter ensemble. Je crois que vraiment, il faut faire cet effort-là. Et d'autre part, il y a quand même, peut-être dans le cadre du réseau coupure du combustible, ou je ne sais pas dans quel cadre, mais puisque ça a été abordé juste avant, l'idée qu'on puisse avoir quand même sur ces ouvertures de milieu une idée de risque-bénéfice. Et autant pour la faune sauvage comme pour la flore en fait. Parce que, alors chez nous, on a aussi la tortue d'Hermann, on a d'autres espèces qui font l'objet de plans nationaux d'action. Et il s'avère que ces espèces sont quand même inféodées au milieu ouvert et pastoraux. Donc on part de milieux complètement fermés, on a des actions de réouverture. Effectivement, il faut voir ensemble où sont les risques et comment on peut les limiter. Par contre, limiter 100% de la casse, peut-être que c'est pas objectif. Mais pour quel bénéfice après dans le temps? Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on ait collectivement cette analyse. Oui, je suis d'accord qu'il y a toujours un compromis à trouver, mais que sur le long terme, on apprend en fait de chaque espèce les contraintes et qui sont pas toujours, par exemple, qui conduisent pas toujours à devoir réouvrir le milieu à 100%. Donc oui, il y a des compromis, certes, à faire. Par contre, là, une espèce protégée dans un parc, ça pose quand même un problème. Mais merci beaucoup, et je crois que vraiment c'est intéressant d'avoir cette discussion, et ça marche quand on est tous autour de la table, c'est le cas aujourd'hui, vous êtes là, et merci encore. Un dernier point, Vincent ? Ouais, un dernier point, Vincent Pastor des Bouches-du-Rhône. À travers votre présentation, on sent qu'il y a une évolution et que la protection de l'environnement via une espèce sensible, un lieu sensible, et la protection des forêts contre l'incendie se marient. Et finalement, visiblement, il y a un dialogue entre l'établissement public, Parc National que vous représentez, et les équipes de brûleurs, alors forcément à trouver où on met le curseur et les difficultés respectives de chacun pour mettre en œuvre les chantiers. Ça veut dire qu'on a évolué, que c'est pas incompatible. On peut faire des choses, comme on l'a dit, en allant collectivement sur les chantiers, en discutant et en regardant les intérêts et les objectifs communs. Je viens d'un département où malheureusement on a un parc national cloche, complètement fermé, où il n'y a aucune marge de négociation pour quoi que ce soit.
Donc voilà, si jamais vous passez par les Bouches-du-Rhône, n'hésitez pas à dire à vos collègues que c'est possible de travailler tous ensemble. Vous avez fait, je pense, beaucoup de chemin et ça va être nos principales difficultés, on en parlait, que d'allier l'environnement, la protection de l'environnement, les espèces sensibles, les espaces sensibles, et continuer à préserver notre patrimoine naturel. Oui, dernier mot simplement pour finir et un peu faire écho à cela, c'est que quand même le fait d'avoir étudié de près la gagée pour une raison aussi de problème de gestion imposé, quoi, c'est que ça nous a quand même pointé du doigt des opportunités sur le plan justement d'identifier ces secteurs de dynamique lente et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, je réinsiste sur le fait que ça peut constituer une trame de coupe-feu à long terme si on ne les brûle pas et qu'on fait simplement des coupes dans ces zones-là pour pas arriver à perturber à perdre des milieux qui font office déjà qui sont stables et qui font office de coupe-feu si on les gère bien à la main, même si ça demanderait forcément, comme beaucoup de choses, des efforts humains un peu plus conséquent. Carole, tu as une question. Alors tu peux prendre le temps que tu veux, c'est du temps que tu prends sur ta présentation, c'est toi qui parles après. Alors je serai rapide. Donc oui, donc après une dernière question, c'est effectivement dans les Pyrénées-Orientales, vu qu'on a énormément d'espaces protégés, on a beaucoup de cahiers des charges qui effectivement combinent les objectifs pastoraux et à la fois de protection de l'environnement, qui sont effectivement là où je rejoins Jérôme, qui sont difficiles à mettre en œuvre, qui demandent de la technicité, du temps, des petites parcelles, c'est aussi effectivement influe sur nos baisses de surface au niveau national et global. Et une question principale, c'est le coût. Donc effectivement, c'est des chantiers qui engendrent des surcoûts bien plus importants que des chantiers, on va dire, classiques, où on est moins attentif, où on fait moins on est moins précis, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est la profession agricole qui porte ces surcoûts, mais un jour, elle ne pourra plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de cofinancer ces surcoûts, puisqu'il y a un objectif environnemental aussi à préserver ? C'est pas moi qui ai la réponse, mais simplement dans les coûts, il y a les coûts à court terme et les coûts à long terme qu'il faut prendre en compte. Ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est gagné aujourd'hui en préservant des milieux stables, c'est de l'argent gagné pour plus tard. Très bien, merci encore. Et on peut applaudir chaleureusement le Parc national des Cévennes, partenaire fort sur ce territoire. Carole, Jean-Paul, je ne sais pas qui prend la parole, c'est collectif je crois. Il nous reste 2 interventions.